Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque on a rendez-vous chez Kamahasa qui est un spécialiste des ustensiles japonais et notamment des couteaux que j'ai donc moi-même acheté parce qu'on cuisine pas mal à la maison et je trouvais que c'était super cool de vous faire découvrir la maison et Hiroshi qui est aussi super sympa et qui nous accueille et donc on va découvrir ça très très vite. Allez, c'est parti. Salut Hiroshi. Salut Lou. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, écoute, il fait beau alors. Ah, il fait beau. Ça fait plaisir. Ah, merci de nous accueillir. Bah écoute, c'est vraiment un plaisir. On va découvrir ce que tu as de beau à nous montrer. Bah ça marche. Je sais que ça va être génial. On voit bien ça. Allez, c'est parti. Écoute Hiroshi, on se retrouve dans un coin choisi de la boutique puisqu'on est devant la vitrine de couteaux qui est hyper impressionnante, mais on va en parler un petit peu après. Est-ce que tu peux déjà nous présenter la boutique et puis la maison Kamahasa, quelle est un petit peu l'histoire et les origines? Alors en fait, notre boutique Kamahasa a ouvert sa porte en 1908 au Japon, donc ça fait un petit moment. Il y a une vraie histoire. Ouais, c'est pas mal. Nous on a commencé à vendre le kama, qui est en fait la marmite en japonais. D'accord. Donc qui est une marmite comme ça. D'accord, donc c'est ça, kama, c'est en japonais. C'est ça. Kama en général, c'est ce qu'on appelle pour tout ce qui est marmite, c'est le kama. On a commencé à vendre des kama qui étaient donc des casses marmites comme ça, à Asakusa qui est dans le petit quartier au Japon à Tokyo. D'accord. C'est pour ça qu'on s'appelle Kamahasa en prenant le nom Kama et le nom de Asakusa. Donc c'était les marmites de là-bas quoi. Voilà, c'est ça. C'est les vendeurs de marmites à Asakusa. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Kamahasa en Les vendeurs de marmites à Asakusa. Voilà, désormais à Paris, les vendeurs de marmites à Asakusa à Paris. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que notre logo qui est juste là, qui est sur mon tablier, c'est en fait finalement le couvercle quand tu regardes du côté. Bah, génial, en tout cas l'histoire est fabuleuse. Et alors écoute, moi je t'ai rencontré ici en venant à la boutique tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir une compagne qui cuisine de façon frénétique et on est venu donc, je dirais vierge d'un point de vue coutelier et tu nous as expliqué un petit peu ce dont on va discuter là à présent. Typiquement la première question que j'ai envie de te poser c'est que ça peut être un peu intimidant d'acheter des couteaux japonais peut-être traditionnels, faits à la main, artisanaux, on se dit que déjà il y a une notion de prix, on se dit que peut-être on n'est pas à la hauteur. Est-ce que déjà un couteau un peu comme vous faites, professionnel, artisanal, c'est pour tout le monde ou est-ce que éventuellement c'est réservé à des restos ou à des pros? Peut-être que ça peut faire peur. Non, c'est pas vraiment réservé pour les professionnels, c'est vraiment pour tout le monde, à ceux qui aiment vraiment faire la cuisine. C'est d'avoir des bons couteaux ou des bons ustensiles en général, c'est vrai que ça fait motiver aussi en même temps, donc ça fait agrandir le monde de la cuisine que vous faites déjà maintenant. Donc c'est vrai que c'est important quand même d'avoir un bon couteau. Par exemple, déjà premièrement, il y a moins de stress, donc tu as envie de faire plus de choses, que tu pourras faire des petites choses qui sont beaucoup plus, on va dire, minutieuses. Il y a des couteaux certainement qui sont réservés pour les professionnels parce qu'ils sont grands. On va les voir. Voilà, qu'on verra tout à l'heure. Il y a des couteaux très impressionnants. Et alors, quelqu'un qui n'a jamais acheté de couteau, qui se dit, bon voilà, moi je veux pas dépenser effectivement énormément, et je veux aussi pouvoir faire des choses. Je veux que mon couteau il me serve et qu'il soit utile au quotidien. Je cuisine plein de plats différents. Je veux pas avoir un couteau parce que c'est ça aussi le risque. On se dit ouais, il y a tellement de couteaux là derrière la vitrine. On se dit il y a un couteau pour chaque usage. Moi je peux pas avoir un couteau pour chaque usage, donc il me faut quelque chose de performant dans plein de choses. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? C'est quoi ta première recommandation ou éventuellement tes premières explications par rapport Alors moi c'est vrai qu'en général pour une personne qui me demande un couteau qui est dans un sens multi-usage, qui pourrait utiliser en quotidien pour tout et n'importe quoi on va dire, je montre soit ce couteau là qui est donc le couteau de chef ou soit celui-là qui est le couteau Santoku. D'accord. La différence, on peut la voir en fait un peu, c'est que sur le Santoku il est un peu plus large au niveau de la lame. Et le couteau de chef un peu plus étroite, du coup. Et si on fait vraiment bien attention sur le Santoku, la lame est beaucoup plus droite jusqu'au milieu. Et en fait, la courbe, elle commence qu'à partir du milieu. Donc sur celui qui est à ta droite, qui est le Santoku, exactement. La courbe est beaucoup plus droite, c'est ça, et ici, elle est un peu plus voilà. Il y a une courbe qui commence du bas jusqu'en haut, mais plus
lentement mais progressivement on va dire. Mais tandis que le couteau Santoku il va être plutôt droit jusqu'au milieu et la courbe elle va commencer que à partir du milieu. Et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est au niveau de l'utilisation en fait du couteau. Bon, c'est le style de découpage si je peux dire ça comme ça. Pour le couteau Santoku qui est en fait finalement un couteau plutôt japonais qui est utilisé le plus en fait à la maison au Japon. Les japonais ou savoir les asiatiques en général, ils ont tendance à couper en tapotant comme ceci. Ok. Donc du coup c'est pour ça... Le long des doigts, c'est ça? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de plus large pour pas qu'on se frappe les mains contre la planche. D'accord. Et le côté droit bien sûr qui va bien sûr servir quand on coupe, c'est d'avoir quelque chose de droit, c'est plus simple. L'historique de ça, c'est un peu la notion de hacher comme ça le long des doigts, qui est moins le cas sur le couteau chef, qui lui est d'origine plutôt... occidentale, on va dire, et qui est plutôt utilisé au moyen de ciselades comme ceci, sans lever le couteau, faire ce geste-là. D'accord. Donc en fait, le couteau de chef fabriqué avec une courbe qui est progressive va accompagner en fait finalement ce geste. Donc là, c'est une question de style. C'est des couteaux que tu conseilles. Pour commencer, c'est vraiment un couteau basique qui permet de faire énormément de choses, c'est ça? Exactement. Pouvoir faire des émincés, pouvoir aussi travailler des légumes, on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, le nom Santoku, finalement, San, ça veut dire 3 en japonais. D'accord. Et Toku qui est en fait utilisation. Donc en fait, ça veut dire 3 utilisations. Exactement. Donc vous pouvez l'utiliser pour le poisson, la viande et les légumes. Ok. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Santoku. Donc c'est vraiment le couteau suisse japonais. Exactement, si on peut dire ça comme ça. Le couteau suisse japonais. Et je crois que tu avais ça dont tu voulais nous parler. Il y avait un petit côté. Voilà. Alors, donc, en fait, ça, c'est un couteau qui s'appelle le nakiri, qui est principalement dirigé pour couper les légumes. D'accord. Donc, c'est toujours avec le style dont j'avais parlé avec le Santoku, qui est plutôt en tapotant comme ceci. Jusqu'à un peu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les gens ils mangeaient plutôt que des légumes. Donc en fait, c'était beaucoup ce côté-là qui était utilisé à la maison. Pour acheter des légumes, exactement. Pour des légumes. Et du coup, en fait, après la guerre, les Japonais ils ont commencé à quotidiennement manger de la viande à la maison aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont en fait ajouté ce couteau qui s'appelle le couteau de chef, que moi on l'appelle en français. Mais en japonais, ça s'appelle le gyuto, qui veut dire en fait le couteau de bœuf. D'accord, ok. Donc c'était principalement pour couper la viande en fait finalement. Les dames au foyer en général au Japon c'était les dames qui cuisinaient. Du coup en fait ils voulaient pas avoir 50 couteaux dans la maison. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils ont combiné ces deux couteaux là pour fabriquer en fait le couteau Santoku. D'accord. Donc c'est pour ça que en fait tu as une épaisseur comme un peu comme le nakiri au niveau du Santoku et la pointe comme le couteau de chef. Je voyais que tu voulais en venir, t'avais les deux couteaux dans les mains, je me suis dit, il va faire une fusion, je le sens. Voilà, c'est un peu comme Dragon Ball, c'est ça. Une fusion, et puis on crée le Santoku derrière. Celui-ci qui est d'un usage, en tout cas traditionnel japonais, hybride le plus... c'est pour ça que tu disais que c'était le plus commun, entre guillemets, voilà, c'est ça, dans les foyers japonais. Il me reste une ou deux questions avant d'attaquer le côté un peu fun, en tout cas fun pour moi, de l'affaire avec d'autres couteaux très, très spécifiques. Quand on achète un couteau Kamasa, ou quand on a un beau couteau, ou un couteau professionnel, en termes d'entretien et d'aiguisage, comment ça se passe? Le mieux c'est avec la pierre. Ouais. Traditionnellement c'est vrai qu'on a tendance à le faire avec le fusil en France, c'est vous savez, le bâton. Façon bouchée là. Exactement. C'est moyen en fait pour les couteaux japonais. On peut le faire mais c'est moyen. Là, je vous explique la raison. C'est parce qu'en général le couteau japonais c'est quelque chose de dur. Les couteaux durs, en général, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont plus cassants finalement, ils sont plus fragiles. Donc en général, les couteaux japonais, ils sont beaucoup plus fragiles comparés aux couteaux occidentaux, si je peux globaliser ça un peu comme ça, qui est un métal qui est un peu différent, qui a un caractère différent. C'est pour ça qu'on va essayer de moins les choquer comme on peut faire avec le fameux couteau aiguisé, et qu'on va être plutôt, je crois, sur des pierres. Sur des pierres, voilà. On verra un peu tout à l'heure, où genre, voilà, ça, on va un peu plus tranquillement. Poncer, entre guillemets, c'est pas le bon mot. Donc là, Hiroshi, tu m'as sélectionné 3 couteaux un petit peu moins classiques, en tout cas dans la cuisine de tous les jours, pour nous, le commun des mortels. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors j'ai choisi les 3 couteaux qui sont, on va dire, plutôt classiques dans la cuisine japonaise, mais professionnelle, qui sont beaucoup plus spécifiques. En tout cas, ils sont hyper impressionnants. Déjà, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui-là, qui est déjà... il est d'une épaisseur, je sais pas, c'est impressionnant quoi. À quoi ça sert déjà? Alors en fait, ce couteau-là, il va servir vraiment pour faire les poissons, pour travailler le poisson. D'accord. C'est-à-dire vraiment pour lever le poisson,
en fait, pour trancher la tête, pour lever le filet. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'il a une épaisseur et une espèce de poids, densité là qui est impressionnante. C'est ça. Donc en fait, il est très épais, aiguisé d'un côté seulement et de l'autre côté qui est plat. Donc ça, c'est ce qui est le traditionnel simple tranchant. Exactement, le simple tranchant japonais. Donc c'est un couteau qu'on appelle le débat. Débat. Ok. Couteau débat. Écoute, il n'y a pas de débat, il est impressionnant. on coupera certainement cette vanne au montage. Et alors là, celui-là là, qui est au milieu. Le rectangulaire. Alors ça, c'est un couteau pour faire les légumes. Donc en fait, ce couteau-là, il s'appelle le usuba, qui veut dire lame fine. D'accord. Donc c'est pour ça, comparé à celle-ci, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En fait, c'est pour faire tout ce qui est légumes. C'est ce qu'il y a de mieux. Je trouve que c'est génial. Parce que ça coupe vraiment, vraiment bien. Et l'effet rasoir est extraordinaire là-dessus. La lame, elle est... J'ai même pas envie de faire ce que t'as fait, de mettre mon doigt dessus. Ça coupe à mort. Ok, et le troisième et dernier, alors qui là, pour le coup, on est sur... le poisson, toujours. Un couteau qui est... C'est pareil, hein. Tu peux pas te balader avec ça dans la rue en disant non, mais je suis chef japonais, je vais au restaurant, si, je vais travailler, monsieur, regardez mon attestation. C'est un bon couteau. Voilà, c'est long et fin. Une fois que le poisson il est enfilé, pour faire des tranches de poisson, donc pour faire le sashimi et le sushi en général. Une belle tranche. Voilà. La raison pourquoi qu'il soit long comme ceci, c'est pour pouvoir couper le poisson en un seul geste, mais sans faire d'aller-retour dessus. D'accord, pour pas abîmer la chair ou pour pas faire de découpe qui soit pas précise, quoi. Bon, très honnêtement, le sashimi, c'est vraiment juste du poisson coupé. Ok. Hein. Je vous cache pas, hein, je dis pas le contraire. Tu viens de démystifier. Il y a tout un art de la découpe, bien sûr. Passion sashimi pour moi. Il m'a dit c'est juste du poisson coupé. Je me casse. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment du poisson qui est tout simplement tranché. Okay. Donc il faut vraiment se préciser là-dessus. Et donc, en fait, avoir un long couteau et pouvoir couper en un seul geste va changer vraiment ce que tu vas ressentir dans ton palais. D'accord. Parce que ici, il est un peu dégradé dedans, tu vas le sentir dans ton palais, et la sauce va pas se mettre correctement. Et donc, ça peut changer, en fait, au niveau de la découpe. C'est tout un art. Donc, ce que tu me dis, c'est pas de la démystification. C'est tellement simple qu'on veut faire encore mieux que ce qui est possible d'imaginer pour que ce soit sublimé. Exactement, c'est comme on dit. Plus c'est simple, plus c'est compliqué. Le nom du couteau, ça s'appelle le yanagiba. Tu trouves que c'est long, mais il y a des couteaux qui sont encore plus longs. Là, c'est un 27 cm au niveau de la lame, mais ça peut montrer jusqu'à J'ai vu volontairement, j'ai pas voulu trop me spoiler, je suis resté de dos comme ça parce que j'ai vu des mastodontes. Et là, je pense qu'on va faire un truc. On va ranger cela. Je vais fermer les yeux et tu vas m'en sortir un, si possible. Fais-moi peur. Ça marche. Fais-moi peur. C'est la seule consigne, fais-moi peur. J'ai peur de ce que je vais voir. Ou pas. C'est bon ? Bon, c'est bon Lou, tu peux me regarder. Est-ce que je peux sortir dans la rue avec ? Moyennement. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud moyen ou c'est chaud ? C'est chaud. C'est prison, ok, ça marche. Ouais, direct. Oh la vache. Mais qui est-ce qui se balade avec ça ? Non mais c'est un ustensile à harakiri, quel est le... Alors du coup ça j'imagine que c'est pour le poisson aussi ? Exactement, en fait au niveau de l'utilisation c'est exactement la même chose du yanagiba. Ok. Mais en fait en version 33 cm, mais qui s'appelle le ken yanagi. Il a une forme un peu différente que le yanagiba, mais il s'appelle ken yanagi, exactement. Wow. Au niveau de l'utilisation c'est exactement la même chose que le yanagiba. Et alors qu'est-ce qui fait qu'il est si long ? Enfin, c'est carrément... on a l'impression que c'est pour aller à la guerre, quoi. C'est vraiment pour couper le poisson en un seul geste, que ce soit un gros ou un petit poisson. Donc là, tu es sûr de pouvoir le trancher en un seul geste. Et aussi, ce qui est spécial, c'est qu'en fait, ce couteau, il est fabriqué en une seule pièce. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les couteaux que je t'ai montrés précédemment, ils sont fabriqués en multicouches. D'accord. Que je n'avais pas précisé, mais qui sont fabriqués en multicouches. Mais celui-là, il est fabriqué en une seule pièce, qui fait que le couteau est beaucoup plus difficile à le fabriquer. Okay. Donc il y a de moins en moins d'artisans qui le fabriquent. Donc il y a une découpe qui est extrêmement nette et que ça coupe mais comme pas possible. C'est presque un objet d'art, quoi. Exactement. Et comme tu peux voir aussi sur la lame, tu vois qu'il y a un petit... Oui, je vois. Je pensais que c'était une trace et en fait non, pas du tout. Non, c'est voulu en fait. D'accord. Plus tu as ce motif-là, en fait c'est quelque chose qui est difficile à le montrer aussi. Donc c'est une beauté en même temps de faire en fait il y a un côté un peu artistique aussi dans le fait de réaliser ce couteau. Mais du coup j'imagine que c'est un couteau qui est plus cher. Quel est le prix de ce couteau ?
Là, pour le moment... Est-ce qu'il fait aussi peur que le tranchant du couteau? Il fait un petit peu peur. On va dire que c'est à peu près 2 mois de loyer. Ah 2 mois de loyer à Paris ou 2 mois de loyer en province, tu vois? Ouais, c'est vrai que ça peut dépendre. C'est vrai que ça dépend. Mais bon, c'est... oui, 2 mois de loyer à Paris pour une... petite surface on va dire à peu près de 50 mètres carrés. Ah oui, très bien. Alors, toilette avec ou sur le palier? Parce que, attention, 50 mètres carrés, toilette sur le palier, j'ai pas de je sais pas, écoute, on est à Paris. Hein, je veux dire, tout est possible, tout est réalisable. Bon écoute, on a vu un petit peu les couteaux traditionnels pour la cuisine de tous les jours, on a vu les couteaux traditionnels japonais, on a vu cette magnifique création à la fois fascinante et effrayante. Merci énormément pour ton accueil, pour toutes tes explications, je pense que c'était passionnant, enfin en tout cas pour moi c'était passionnant, j'espère que pour vous ça le sera aussi. N'hésitez pas à remercier Hiroshi, n'hésitez pas à voir les vidéos d'Hiroshi sur Instagram, puisque t'en fais pas mal, où tu parles de cuisine, tu parles des ustensiles aussi que vous avez. Là on a choisi un focus couteau, parce que c'est comme ça que je vous ai connu, et je pense que c'est vraiment un bon démarrage dans l'univers, mais vous faites aussi énormément d'ustensiles. Il y a énormément de choses à découvrir, c'est fascinant. Tout ça, ceux qui sont passionnés de la culture, je dirais japonaise, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les combler. Donc n'hésitez pas à découvrir ça sur le site de Kamahasa, à venir en boutique, à suivre Kamahasa sur les réseaux sociaux et à regarder les vidéos aussi que tu fais sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner surtout, à activer la cloche de notification. Vous connaissez tout ça par cœur, il n'y a pas besoin de vous le rappeler. Et on vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et on vous dit ciao!